Histoire partagée. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Histoire partagée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un invité spécial, Daniel Luperini, pastier, talentueux et président du concours Pasta in Sud. Bonjour. Donc, vous nous accueillez chez vous, dans votre Absolument. Jardin. À côté de votre camion, l'emporte-pâte. Voilà. Donc, le fameux food truck. Parlez-nous un petit peu du camion, tiens. Eh bien, le camion. Vous avez été le premier à avoir un food truck en France, à lancer un des la mode du premiers. food truck. Un des premiers, je dirais, parce que le premier, c'est toujours difficile de dire ça, puisque c'est pas très ouvert, quoi. Donc je pense qu'il y en a eu peut-être quelques autres, puisque des fois en discutant sur des forums, où j'avais vu qu'il y en avait un qui faisait des burgers en Bretagne, je crois, Ouais. dans un food truck. Et voilà, et moi quand j'étais ado, il y avait un Vietnamien qui venait, qui vendait des nems dans un camion, il avait un food truck. Donc ça vous avait marqué un petit peu. Voilà, aussi. Et puis après, 30 ans plus tard, enfin 25 ans plus tard, avoir vu les nems, après avoir vu les nems au village, ben, j'ai acheté mon camion. Et c'est le fait d'être nomade qui vous plaît? Parce que vous pourriez même avoir un petit local, avoir quelque chose de fixe. C'est le fait de faire les marchés, de vous balader avec le camion qui vous plaît? Voilà, le camion, on peut apporter de la gastronomie sur un lieu où il n'y a pas de gastronomie normalement. Enfin, de gastronomie ou du moins de la bonne cuisine. On peut faire de la bonne Oui, cuisine je pense maison. qu'on peut On peut parler aller jusqu'à la gastronomie, oui. Effectivement. Et du coup, voilà, sur un lieu où on ne s'y attend pas du tout, sur un chantier, dans un champ, dans une ferme, dans un domaine viticole. Donc là, vous travaillez, vous livrez, et c'est même là que vous élaborez les nouvelles recettes, que vous testez, Tout est fait dans le camion. Tout est fait dans le camion. Tout est fait dans le camion. Préparation des farces, préparation de la pâte, préparation de tout. Tout est fabriqué sur place, de A à Z. On peut rester 15 jours au même endroit, 15 jours que du frais fait maison du jour. Voilà. Il faut aimer les pâtes. Voilà. On va parler un petit peu du concours Pasta in Sud, donc, qui aura lieu à Marseille le dimanche 28 janvier 2004, qui est dédié aux professionnels artisans et chefs de cuisine. Mhm. Donc c'est vous qui en êtes à l'initiative, en Oui. fait, concernant donc la partie pâte, parce que vous êtes pastier. Donc moi, quand j'ai préparé l'émission, j'ai compris de suite le métier que ça représentait, mais c'est un terme que je n'avais jamais entendu, le terme de pastier. Oui. C'est un terme que j'utilise pas trop, parce que ça vient de pastaio en Italie. Ouais. Moi, je trouve que pastaio, c'est très joli. Pastier, je suis moins fan. Alors, il y avait un terme en France qui était vermicelier. Je ne peux pas dire que je sois très fan non plus. Oui, c'est une vermicelle, voilà, c'est pas... C'est un peu limitatif. Et moi, du coup, j'ai choisi raviologue. Raviologue, tiens. Voilà. L'étude de tout ce qui... que les raviolis, donc. Moi, dans mon camion, je fabrique que des raviolis. Exceptionnellement des pâtes, mais à 99% des raviolis. Donc, c'est que des raviolis faits main sur place, sur un moulin de bois à l'ancienne. Expliquez-nous là, parce que pourquoi le ravioli pas? Parce que c'est votre pâte préférée, parce que c'est celle qui permet le plus de créativité. Ben, en fait, au début du concept, je devais faire plusieurs variétés de pâtes avec plusieurs sauces. Ouais. Et je me disais, je vais faire un jour par semaine ou 2 jours les raviolis. Mhm. Donc au début, j'étais allé voir des artisans pour leur acheter les raviolis. J'ai goûté donc des raviolis dans beaucoup de magasins. Et puis le hasard des rencontres a fait que mon beau-père était ami avec un monsieur qui avait un magasin de raviolis et qui a bien voulu me montrer comment il faisait. Mais vous, à la base, c'était vraiment faire de la revente. Vous achetiez en gros et vous revendiez. Voilà. Moi, je voulais acheter des pâtes et des raviolis, les faire cuire et les vendre aux gens dans les zones industrielles, sur différents lieux. Voilà. Donc, puisqu'il y a 16 ans, 17 ans, il y avait uniquement des snacks, entre guillemets, steak frites, panini, etc. C'est très bon, mais on n'avait pas d'alternative entre ça ou le restaurant. Vous, l'idée, c'était vraiment d'amener une gastronomie populaire, de permettre à tous d'avoir un bon plat le midi pour le... Voilà, de sortir un peu du cadre classique qui nous offrait steak frites ou au resto. Du coup, si on n'a pas le temps d'aller au restaurant, forcément c'était steak frites ou pain bagna, enfin des classiques. Et moi, je me disais, ça serait quand même bien le midi d'avoir quelque chose d'autre que... Voilà. Et donc les pâtes, étant amateur de pâtes, si on peut dire, les pâtes et les raviolis, je m'étais dit c'est sympa parce que ça touche tout le monde. Ça va être le sportif, celui qui veut faire un régime, il peut quand même manger des pâtes. Enfin, tout le monde peut manger des pâtes et on peut les accommoder avec tout ce qu'on veut. Donc je me suis dit, ça me paraît intéressant et suffisamment vaste pour que je puisse m'amuser dans ce métier. Et donc voilà, après j'ai pris le camion. Et donc vous avez pas volé le savoir, mais en tout cas il vous a transmis son savoir. Ah oui, non, c'est pas du vol, Voilà. il me l'a transmis, il m'a formé, je dirais. Il vous a formé.
il m'a formé. Et du coup, vous vous êtes dit, bon, bah, allez, je me lance, je fais tout de A à Z, la production, la distribution, mais du coup, vous devez avoir des journées les journées étaient très assez longues. intenses. Elles sont toujours très longues. Et au début, si vous voulez, j'avais prévu de faire de l'événementiel et du positionnement en zone industrielle, etc. Mais en fait, les démarches administratives étaient très longues. Il y a 16 ans, il n'y en avait pas des food trucks, donc tout le monde voyait une baraque à frites dans le sens péjoratif du terme, même si une baraque à frites c'est très bon, mais c'était souvent ça qui m'était rétorqué. Et du coup, je me suis dit, tiens, le ravioli frais sur le marché, c'est un produit qu'il n'y a pas trop, et quand c'est bon, ça peut intéresser. Donc j'ai commencé ma carrière, je dirais, sur les marchés, notamment à Nanslepin, qui était mon village, puisque je connaissais beaucoup de monde là-haut, et je m'étais dit que ce sera un bon test. Ils vont me voir, donc ils vont venir essayer. Par curiosité. Par amitié, par sympathie. Et si ça leur plaît, quand je remonte, la réponse elle sera efficace. Quoi. Ou vous les verrez devant le camion, ou ils passeront derrière discrètement. Et la semaine d'après, tout le monde était là en me disant waouh, c'est super ça. Donc, et les premières fois où vous avez proposé donc les raviolis, c'était présenté comment? C'était présenté seul avec une sauce. Enfin, c'est quoi la première recette qui vraiment a marché de folie? Je dirais les deux premiers que j'ai fait, qui étaient en fait, c'est ça, moi les recettes, elles ont tout de suite été bonnes. Et j'ai eu un peu de chance. Bon, alors le monsieur qui m'a formé. Donc il avait fait du bon boulot, donc il m'avait donné de bonnes bases, donc, ce qui fait que j'ai repris une partie de ces bases et le résultat était bon, quoi. Et donc après la première vraiment un peu différente que j'avais fait, c'était sauté de veau à la crème au cèpe, servi avec crème de cèpe. Donc les raviolis étaient farcis à ça. Et donc ça c'était bien chouette, ça a bien plu. Puis après plus tard on a fait bouillabaisse avec Gilles Carmignani de la table de l'Olivier. On a fait les raviolis farcis à la bouillabaisse, servis avec soupe de roche, espuma de rouille, croûtons à l'ail, petit truc sympathique. On a fait quelques petits produits comme ça. Mais alors, revenons un petit peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui, donc là j'ai compris donc l'amour des pâtes, le fait d'amener une gastronomie populaire accessible. Mais cette volonté, ce qu'on sent chevillé chez vous, d'avoir le bon produit, hautement qualitatif, bien sourcé, bien cherché, ça vous vient d'où? C'est à votre formation C'est l'envie de faire bien. C'est l'envie de, si on fait quelque chose, de le faire bien. Et donc, pour avoir le meilleur goût, il faut avoir les produits de la meilleure qualité possible. Pourtant, vous n'êtes pas issu de l'école hôtelière. Non, pas du tout. Non, je suis chimiste de formation. Et en fait, la chimie, ça exige aussi de la précision. Oui. Et puis après, j'avais travaillé dans la recherche, dans le contrôle qualité. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans la chimie, c'est de chercher, d'avoir des pistes larges. Et là, ce qui est intéressant dans les pâtes, c'est pareil, c'est qu'on a aussi les pistes larges. Après, effectivement, ça demande de la précision. Ouais. De la précision, de la constance, de toujours chercher le détail qui fait la différence en fait. Des fois on me dit tu t'en fous, ça c'est pas grave, si jamais le produit il est un peu moins bien. Ouais, vous n'aimez pas l'approximation, il faut que ce soit précis. Les clients, même si on me dit des fois il n'y en a que 2 sur 5 qui verront la différence avec ce que tu es en train de rajouter, je dis c'est parfait, s'il y en a 2 sur 5 qui la voient, ça veut dire que c'est 2 de plus. Ou ces 2-là, ça veut dire qu'ils sont pointilleux, ils aiment le bon goût. C'est presque pour eux que vous dites, voilà, moi je veux l'excellence, même pour les plus exigeants. Voilà, pour que tout le monde soit servi au mieux de ce que je peux faire. Moi, le travail, quand on a fait un bon travail, on sait qu'on a servi les gens avec un bon produit, qu'on a bien fait, qu'on les a bien cuits, qu'on les a bien dosés. Et que, on se dit là, normalement, les clients sont contents, c'est bon, j'ai fait un bon travail. Je peux aller me coucher tranquille. Et du coup, le concours Pasta In Sud, donc, qui aura lieu le 28 janvier 2024, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça concerne des raviologues, pour reprendre votre expression, raviologue et pastier du coup. Et pastier de la région. Enfin, comment on fait pour s'inscrire déjà? Alors pour s'inscrire, il faut contacter donc la SAFIM. Ok. Ou moi-même sur le numéro qui est derrière moi. 06 14 46 86 08. Voilà. Et à ce moment-là, je transmettrai les coordonnées des personnes qui pourront enregistrer la candidature. Et donc pour s'inscrire, il faut aller sur le site de la SAFIM, il y a le concours Pasta In Sud. Okay. On doit pouvoir trouver un mail. Oui, moi je ne l'ai pas sous les yeux, mais... Voilà. Il me semble que les inscriptions sont ouvertes à partir du 10 mai, avec un site dédié. Mais du coup, n'importe qui peut postuler. Alors pour postuler, il faut être artisan fabricant de pâtes. D'accord. Ou professionnel de la restauration, fabricant
ses pâtes dans son restaurant et que ça fasse partie intégrante de sa carte, quoi. Que ce ne soit pas juste une fois comme ça je fais des pâtes. Le but du concours, c'est de se rencontrer entre artisans de la profession et entre passionnés de pâtes et d'échanger sur notre savoir-faire, de montrer un peu, alors pas au grand public parce que là c'est un salon professionnel Food in Sud, D'accord. mais aux artisans, aux confrères de la restauration, ce que peuvent faire les pastiers et les raviologues, et de façon à dynamiser aussi le métier, puisqu'il y a beaucoup de concours de cuisine et pas de pâtes. Mais une question, c'est dommage qu'il n'y ait pas une ouverture au grand public, au moins une demi-journée ou quelques heures pour... Ça fait, oui. Mais alors sur cet événement, ça ne serait pas forcément bien orienté, je pense. Mais peut-être on verra bien un jour, peut-être décaler la date sur peut-être la Foire de Marseille qui serait peut-être plus ouvert au public là et qui du coup pourra avoir un autre retentissement en fonction de l'objectif, quoi. Alors, Et en termes d'attractivité par rapport aux jeunes qui souhaitent s'installer, les métiers de pastier et raviologue, vous estimez qu'il y a des demandes ou au contraire c'est des métiers qui ont besoin d'être promus ? Je dirais que c'est un métier difficile qui permet de gagner sa vie, mais comme souvent les métiers difficiles d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup moins de gens qui veulent les faire, donc on arrive, voilà. Et après, est-ce que c'est pas évident parce que c'est très difficile à faire fonctionner un magasin de pâtes ou un camion de pâtes et de raviolis, parce qu'il n'y a pas tant de demandes que ça quand même. Il y a de la demande, on voit des magasins qui fonctionnent, mais si on regarde le nombre de magasins qu'il y avait il y a 30 ans à Marseille et le nombre de magasins qui restent aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas en pleine explosion, quoi. D'accord, parce que moi je pensais qu'au contraire on voyait beaucoup de bars à pâtes, de ce genre de choses, il y avait un petit côté tendance, vous savez, un peu... Alors les bars à pâtes, il y en a qui se sont ouverts, mais il n'y en a pas beaucoup qui persistent, qui subsistent, quoi, je dirais même. Beaucoup ont déjà fermé. La difficulté des pâtes, c'est qu'on les a mangées la veille, toujours. On parlait justement des bars à pâtes qui ont parfois des existences un peu éphémères. Vous vous inscrivez plus dans une démarche durable. D'ailleurs, j'avais noté qu'effectivement, vous mettez bien en avant les recettes provençales, méditerranéennes, peut-être aussi italiennes, et que vous privilégiez les circuits courts et les produits vraiment artisanaux de qualité. Voilà. Parce qu'en même temps, c'est dommage de se priver de certains producteurs qu'on peut avoir à proximité, ou du moins sur certains marchés. Sur les marchés les plus proches, on arrive à trouver des produits super. Vous devez faire de belles rencontres justement sur les marchés, des gens qui, des échanges, des synergies entre vous. Avec des producteurs. J'ai fait beaucoup de foires artisanales et puis j'ai fait le marché pendant 10 ans, donc ce qui fait que je connais un certain nombre de producteurs et d'artisans. Et du coup, oui, il y a des produits, qui sont... Une fois qu'on a goûté à faire ces recettes avec ces produits-là, on ne peut pas le faire avec d'autres produits, quoi. On sent bien qu'il y a une différence de goût. Et par rapport aux personnes qui sont intolérantes au gluten par exemple, ou qui ont des allergies, vous avez une gamme où vous pouvez sur demande préparer des pâtes spécifiques ou c'est compliqué ? Non, pas du tout, je peux malheureusement rien pour eux. Non, parce qu'en fait, ça voudrait dire que si je prépare des pâtes sans gluten, d'abord je ne sais pas le faire, mais si je venais à chercher à le faire, on s'adresse à des gens qui sont allergiques, donc à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait de gluten, zéro gluten, dans le camion ou dans l'espace de production. Parce que sinon là ça peut avoir un impact. Donc ça veut dire qu'il faudrait nettoyer au Karcher tout le camion. Oui, c'est pas pour faire une production et après. Donc non, je me dis j'ai déjà assez de travail comme ça va. Vous avez déjà préparé des pâtes pour des événements privés, une fête, un mariage, que sais-je, on vous a déjà... Oui, ça régulièrement. Oui. Pour combien de personnes au maximum ? Oh, ça dépend, on est allé jusqu'à beaucoup. Alors, mais pour un événement privé, on est allé jusqu'à 200. Et en termes de préparation, ça doit être énorme. Vous n'êtes pas tout seul là, vous restez tout seul pour préparer, oui, il faut être tout seul, ça suffit. il faut juste être déterminé. Non, oui, après, après ça dépend. Des fois, il y a des petits menus qui sont aussi compliqués que de faire pour 200. Parce que si vous préparez par exemple 2 variétés de raviolis pour 200, vous faites 100 portions de chaque. Il y a un moment où vous rentrez dans un système où vous suivez le chemin et vous c'est presque automatisé. Vous produisez, il n'y a plus trop de temps mort, quoi. Alors que quand vous faites par exemple 4 mises en bouche, 3 variétés de raviolis, 3 sauces différentes et 2 desserts pour 40 personnes, mais au final, justement, il y a eu beaucoup de préparation. Faites-nous un peu rêver. Si je vous cite donc le ravioli le plus emblématique, le plus classique que vous proposez, c'est peut-être celui à la Dôme ? Alors je dirais que celui que je vends le plus, qui est
je trouve le plus efficace, quoi. C'est les raviolis à la brousse. D'accord. Parce que je fais les raviolis à la brousse, tout simple, que je sers avec sauce tomate, pistou, roquette, tomate cerise assaisonnée, râpé frais, mousse de burrata, peu de poivre. Et bien ça marche pas mal du tout ça. Là vous me donnez faim déjà. Celle-là il marche très bien. Après oui, l'adobe provençal, Oui voilà. ça c'est un classique. grand classique, mais au final avec les végétariens, avec tout ça, et puis la brousse c'est tellement efficace que voilà. Mais l'adobe marche très bien aussi, les sautés de veau à la crème au cèpe, ça le fait très très bien. Je fais aussi magret de canard au cèpe avec crème d'échalote au thym, ça a tendance à plaire aussi. Et vous pouvez me dire des raviolis mal aimés, que vous aimez bien, qui sont originaux, mais qui sont un peu méconnus du public, que le public hésite toujours à prendre alors qu'ils mériteraient d'être connus, une recette un peu originale, atypique. J'avais fait filet de maquereau flambé au pastis en sauce safranée. Oui, déjà rien que l'intitulé, c'est surprenant. Et alors c'est vrai que les gens ne sont parfois pas fans du maquereau, mais quand je les faisais frire à la friteuse et que je les servais pour l'apéro, au final, oui, il y avait une adhésion plutôt forte. D'accord. Voilà. Vous êtes membre de l'association des chefs gourmets méditerranéens des disciples d'Escoffier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces affiliations? Est-ce qu'elles vous ont amené et comment elles ont influencé votre travail? Alors, quand je suis rentré dans Gourmet Méditerranée, c'était donc en 2014, et ça a très vite influencé mon travail, et très fortement en fait, je dirais, parce que moi j'étais donc pas cuisinier au départ. Oui. Enfin, je ne suis pas vraiment, pas non plus maintenant, mais disons que vous avez travail. Mais je me prétends pas du tout chef cuisinier. Vous avez une équivalence, on va dire. Voilà, en ravioli. Et donc, si vous voulez, je suis rentré donc dans cette association par l'intermédiaire d'une dame qui a un magazine qui s'appelle Le Cœur des Chefs, qui est Anne Garabédian, qui était journaliste à France Bleu Provence, et qui avait un blog et qui était venue sur le marché de Plan de Cuc m'acheter des raviolis, qui avait goûté des raviolis, etc. Et elle avait fait un article sympa sur son blog sur moi. On a commencé à un peu se contacter, mais se rencontrer à plusieurs reprises sur des événements ou des marchés. Et un jour, sur justement un événement, c'est Mina Cook, une autre confrère de Gourmet Méditerranée qui est un traiteur oriental, qui est venue me voir avec une autre collègue à elle, et qui m'a dit qu'il y avait cette association Gourmet Méditerranée qui existait, que ça serait bien que j'en fasse partie, puisque c'était des produits frais, etc., qu'il y avait beaucoup de chefs, bref. Et donc j'ai postulé pour en faire partie, puisque je me suis aperçu que dans les chefs présents, il y en avait quelques-uns qui étaient clients chez moi, mais à titre privé, qui venaient au marché m'acheter des raviolis. Mais aucun de vous, aucun de ne vous en avait parlé Non, puisque l'association était récente et qu'ils n'avaient peut-être pas du tout ce type d'engagement dans l'association, ou ça leur est pas venu à l'esprit sur le marché. Et donc en fait, c'était Anne Garabédian qui était la secrétaire de l'association Gourmet Méditerranée. Donc quand j'ai envoyé ma demande, elle m'a dit oui, c'est bon, je transmets. À l'époque au bureau où il y avait M. Passeda, M. Lévy, M. Sorieux. Et donc vous avez dû argumenter, monter un dossier, comment? Non, en fait c'était par parrainage, puisque les membres de l'association ayant donc cooptation, une réalité, voilà. Donc ils ont dit non, les produits sont très bons, et puis comme plusieurs les connaissaient, du coup en réunion de bureau, ça a été rapidement réglé. Il n'y a eu aucun snobisme par rapport à votre absence de diplôme? Non, pas du tout. Je trouve ça, ça mérite d'être souligné, parce que c'est vraiment, ils ont jugé sur pièce ce que vous proposiez, ce que vous produisiez. Déjà, je n'ai pas postulé en tant que chef. Moi, j'ai postulé en tant qu'artisan fabricant de raviolis. Donc, chacun a sa place et tout va bien. Et donc, je pense que ça, là-dessus, il n'y a pas eu de discussion en fait, puisqu'ils se sont dit ok, il vient pas, c'est pas un rôle d'imposteur, quoi. On ne vient pas profiter de l'image des chefs pour dire moi aussi je suis chef. Non, c'est pas du tout ça. Ça me fait penser de suite à quelque chose. Du coup, vous pouvez même élaborer des recettes en collaboration avec des chefs? Tout à fait, c'est ça, c'est ce qu'on avait fait donc avec M. Carmignani de la table de l'Olivier, avec Ipei Uemura qui est le chef du restaurant Tabi à Marseille et qui est un chef japonais de grande qualité. Et on avait fait ensemble un événement pendant le Covid. C'était devant l'étal intercontinental de Marseille. Il y avait un food truck. Et donc on distribuait les plats à partir du food truck. Et donc on avait fait des raviolis à la japonaise, avec une farce tsukune à base de cochon et de choux chinois, etc.
Et on avait fait des gyoza à la provençale, avec l'adobe provençale. Génial. Et voilà, ça avait été très sympa comme collaboration. Et après, avec d'autres chefs aussi, on a René Bergès, qui en avait fait les raviolis rouges et merguez. C'était diabolique. Et toutes ces collaborations, ça n'a pas continué, parce qu'on peut penser qu'effectivement... C'est ponctuellement, on le fait ponctuellement, oui, avec, en fonction des événements, puisque tout ça, ce sont des membres de Gourd Méditerranée. Et donc après, j'en ai fait aussi avec Sylvain Robert, on a fait les ravioles aioli. Et voilà, à chaque fois, on reste dans le thème. Vous réinventez à chaque fois, c'est génial. Voilà, selon l'événement, voilà, j'ai participé au dîner de gala de l'OM à plusieurs reprises. Commencez pas à parler foot, s'il vous plaît. Ah, on fait ce qu'on peut. On est à Marseille, c'est comme ça. Ça fait partie des produits locaux. C'est comme la brousse. Donc là, je voulais vous interroger sur vos spécialités, mais là, vous en avez décrites quelques-unes qui ont l'air vraiment... certaines classiques, mais certaines tout à fait exceptionnelles, qui donnent l'eau à la bouche. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pratiquement pas de limite, en fait. Non, pas de limite. C'est enfin, voilà, la limite, c'est l'imagination. D'où l'intérêt du concours. Parce que ça permet de... des fois, on est dans son travail. Moi, je me dis, si vous voulez, le parallèle entre le concours, Gourd Méditerranée, tout le lien de tout ça, c'est que le concours, comment il est arrivé, c'est que je voyais dans Gourd Méditerranée tous les collègues chefs, tous les concours qui a divers et variés, que ce soit pâté en croûte, concours des viandes, concours de burgers, concours des grands plats français traditionnels, etc. Et en fait, ce qui se passe là-dedans, alors il y a certains concours qui sont très disputés, et là, il faut une grande rigueur. Dans le concours Pastagne Sud aussi, mais on n'est pas au même niveau de dispute que le Bocuse d'Or. Là, c'est un autre niveau auquel on n'aspire même pas. Mais voilà, dans ces concours-là, alors on montre l'excellence, tout le monde se creuse la tête pour arriver à sortir quelque chose de nouveau. Donc on amène les tendances, on amène un peu les focus vers le métier, on dynamise un peu le groupe. Et moi, à plus petite échelle, je me suis dit, il y a des concours intermédiaires qui sont très sympas, qui sont très rigoureux, mais qui sont très sympas, qui permettent à tout le monde de se rencontrer, de se faire, entre guillemets, une battle. Mais au passage, ça nous permet de nous ouvrir l'esprit, de se dire « Ah, ça, c'est une bonne idée qu'il a eue. » Vous êtes challengé par les nouveaux qui arrivent, qui disent « Ok ». Ou les anciens qui viennent faire une bonne vieille technique que « Ah ben tiens, celle-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue et personne ne la connaît. » Et ça arrive encore les anciennes techniques, on sort de derrière les fagots Alors, moi, ma façon de produire, c'est une vieille technique. Je produis comme il y a 100 ans, quoi. Avec un moule en bois et je farcis à la main. Alors, c'est long, oui. Mais c'est différent. Le travail sur la pâte, c'est pas le même qu'avec quasiment toutes les autres méthodes. Mais bon, après... voilà. Et donc, l'idée du concours, si vous voulez, c'était que tout le monde se retrouve, que tout le monde se dynamise. Et donc, avec les responsables de la SAFIM, notamment Anna Galone, on s'est dit, il faut ouvrir quand même à plusieurs particularités. On ne peut pas faire que des raviolis, sinon ça serait un peu un non-sens, puisque les pâtes ne sont pas limitées aux raviolis. Donc, on s'est dit, on va faire une partie pâte blanche, où tout doit être dans les pâtes. Donc, juste un filet d'huile, j'ai lu. Pour déguster, un filet d'huile et un peu de sel. Le même pour tout le monde, la même huile pour tout le monde. Donc le reste, ça doit se passer dans les pâtes. À chacun d'interpréter ça comme ça l'intéresse. Catégories, ça, c'est les différentes catégories. Voilà. La catégorie pâte blanche, entre guillemets, c'est pas obligé qu'elle soit blanche, c'est la pâte simple. Et simple dans toute sa complexité, justement. J'allais dire, c'est peut-être la catégorie reine, en fait, parce que là, quand on s'aperçoit vraiment du... Ah là, il faut aller chercher loin des fois les idées. Mais... Après, alors bien sûr, dans cette catégorie-là, il y a toujours un objectif de faisabilité, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on doit fabriquer en magasin, qu'on peut fabriquer en magasin ou en restaurant et le vendre aux clients à un tarif. D'accord, il y a cette... Il y a la notion de productibilité, de cadence de production, de prix de vente, de prix de vente. On n'impose pas un prix de vente, mais il faut que ça puisse être vendable dans un établissement. Les recettes sont réalistes et réplicables assez facilement, on va dire. Voilà, exactement. Mais techniquement, c'est faisable à distribuer. Voilà. Et donc, les différentes catégories, donc pâte blanche. On a celle-là, pâte blanche. Oui. Ensuite, on a pâte farcie. Okay. Ça peut être capelletti, ravioli, cannelloni, etc. Tout ce qu'on veut, qui sont des pâtes farcies. Oui. Avec toujours les ingrédients à base aussi. Il faut qu'il y ait toujours de la farine de blé dur à 50%.
Et après, là, on peut farcir avec ce qu'on veut, etc. Mais si c'est servi en sauce, il faut que ce soit la sauce de la préparation. Pas une sauce qui n'a rien à voir qu'on vient rajouter. Il faut que tout soit bien lié quand même dans l'idée. Une cohérence. Et ensuite, donc là, toujours avec l'esprit de faisabilité, de reproductibilité et de rentabilité dans un restaurant ou dans un magasin de pâtes. Et ensuite, on a la troisième catégorie, qui là, c'est open bar, je dirais. C'est la catégorie créative, où là, le but, c'est d'amener tout le monde plus loin que là où on est déjà allé, entre guillemets, quoi. Et par contre, on ne peut concourir que pour une des catégories. Alors, pour l'instant, oui, on s'était dit ça. Après, si jamais, on espère qu'il y aura suffisamment de candidats pour que chaque catégorie soit pleine et que ça représente un peu... À la limite, je dirais, il y a certains chefs que j'attendrai plus sur la partie créative, qui, eux, vont allier les techniques de cuisine que n'ont pas forcément les artisans fabricants de raviolis et la technique des pâtes. Voilà, il faudrait un tirage au sort. On n'en est pas encore là. Peut-être un top ravioli, il se fera un jour, mais déjà, ça fait suffisamment de travail. Pour la prochaine édition, donc je rappelle qu'il aura lieu le 28 janvier 2024, vous tablez sur combien d'inscrits? Alors, il y a 12 places, 4 par catégorie. Si on remplit les 12 places, c'est bien. Après, parce qu'après, il y a toujours du monde qui est sollicité. Après, il y en a qui ont des réticences. Il y en a qui se disent non, mais je ne vais pas participer à un concours. Moi, je ne suis pas une bête de concours, je ne suis pas assez fort pour ça. Alors qu'on ne demande pas à être un génie de la on dirait qu'il gastronomie, y a de l'exigence, mais pas de pression dans ce concours, que c'est vraiment le plaisir et puis un peu de la démonstration de la technique, mais que c'est pas, vous ne mettez pas une pression ah non, pas du tout. d'enfer, quoi. Voilà. Pas du tout. Donc c'est quelque chose de sérieux, mais on est là pour se rencontrer, on est là pour échanger entre nous, et à gagner, il y a le relationnel des autres candidats. Donc, Justement, c'est ça, parce qu'à la base, donc, c'est salon professionnel, relationnel, réseau. Voilà. Mais il y a également, je pense que les Marseillais en parlent, dans la région on en parle, il y a quand même une fois qu'on a eu le label, qu'on a gagné le prix, ça attire forcément la clientèle, qui veut goûter les pâtes qui ont gagné le... Voilà, dans tous les cas, ça fait toujours, quand on met dans sa vitrine ou sur son comptoir de vente un prix qu'on a gagné, c'est toujours intéressant. Et généralement, c'est associé à une recette et les clients, du coup, ils ont envie de goûter cette fameuse recette. Et donc, ça, c'est très bien. Donc, de toute façon, quelqu'un qui vient s'inscrire, il peut avoir, même s'il gagne, tant mieux, il n'y aura que du positif, mais même si malheureusement il n'est pas vainqueur, il aura du relationnel, il apprendra des techniques, il reviendra l'année d'après certainement pour parfaire ses... Voilà, pour pouvoir participer de nouveau, voir, et puis ça lui permet de... C'est pas parce qu'on n'a pas gagné, entre guillemets, la petite médaille ce jour-là, qu'il n'y a pas un client, puisque là il ne faut pas oublier que c'est donc le salon pro. Donc si on est dans la partie artisan fabricant de pâtes et qu'on a un magasin, il ne faut pas oublier qu'on s'adresse dans un salon pro de la restauration à des restaurateurs. Donc si on a fait, malgré qu'on ne gagne pas, des jolies pâtes qui ont plu à du public qui est là, ce public-là c'est du client potentiel puisque lui c'est du pro. Et qui a ou une épicerie fine ou un restaurant, puisque c'est trié sur le cabis, l'entrée au salon. Donc il faut que ce soit vraiment des gens qui soient directement liés à la restauration. Donc on a tout intérêt à participer et si on a envie de faire grandir son entreprise, du moins si on veut vendre des pâtes, qu'on est intéressé par le réseau professionnel, là c'est parfait. On parlait tout à l'heure effectivement de la SAFIM. Donc en fait la SAFIM, dites-moi si je me trompe, elle organise bien le concours, à la base le concours général Food in Sud, enfin le salon professionnel. Et vous en fait, Pasta in Sud, c'est comment dire un des événements du salon. Mais il y en a d'autres. Oui. Vous pouvez nous les citer, nous dire un petit peu, en gros, Food in Sud, sans parler spécifiquement des pâtes, si vous pouvez nous dire quelques mots sur le salon. Alors, les autres concours sur le salon, il y a le concours de la pizza. Ok. Les qualifications pour le concours de la pizza. Et ensuite, il y a un autre concours dont je ne me souviens plus le nom. Je suis désolé. C'est pas grave, mais c'est des concours. Ah oui, il y a le concours de l'hôtellerie. Il y a le concours de l'hôtellerie restauration, mais en collective. Je crois que c'est le concours de la restauration collective qui se fait aussi en parallèle. D'accord.
histoire d'amener un peu, là aussi, la restauration collective un peu plus loin que dans ses limites classiques, je pense. Vous voyez, c'est toujours le côté positif de ces événements-là, qu'on essaye d'aller un peu plus loin que le quotidien. J'ai l'impression qu'il n'y a que du positif, en fait, le fait de participer à ce type de salon. Moi, je pense que professionnellement, c'est les moments où, si on a envie de se poser des questions sur son métier, de regarder un peu ce qui se fait à côté et de s'ouvrir un peu l'esprit et de rester à la page et au moins... et pas se laisser dépasser, puis je sais pas, la curiosité. C'est la curiosité, voilà, on est là, on est professionnel d'un métier, c'est l'occasion de voir les confrères à l'œuvre dans différentes disciplines, et il y a toujours du bon à apprendre quand on regarde les professionnels de la restauration collective. Et ils ont des techniques, ils ont aussi des savoir-faire qui sont propres à leur métier, mais qu'on peut toujours... on peut toujours s'en inspirer. Il y a un moment où on reste pas là, on n'est pas des poissons, quoi. On s'inspire de ce que font les autres, on en apprend tous les jours, quoi. Et si vous avez un ou des conseils à donner à un novice, quelqu'un qui va concourir pour la première année, vous lui diriez quoi? Pour bien se préparer, pour se mettre dans un bon mental pour... Alors, pour faire comme dans Top Chef sans vouloir le faire, je dirais faites-vous plaisir. Mais elle est là, la réalité de la chose. Quand on s'inscrit pour faire ce genre de concours, c'est de la cuisine, c'est de la gastronomie, et tout ça, avant tout, c'est le partage. Donc on peut dire que c'est ce que vous attendez comme attitude, parce que il y a le côté où vous notez, où vous évaluez la qualité des plats, mais est-ce que vous tenez aussi compte de l'état d'esprit, de la combativité est-ce que ça... Alors ça, je dirais non, parce que la combativité, on n'y est pas encore sur ce type de concours, c'est pas ce qu'on attend, on attend plus le partage, vraiment. Donc faites-vous plaisir, c'est vraiment dans le sens... Les échanges. Faites une recette où quand vous allez la manger, vous allez vous dire « Ah ouais, ça c'est bon ça ». Voilà, à partir de là, vous aurez gagné. Quoi qu'il en coûte, pas quoi qu'il en coûte, quel que soit le résultat des votes, si la recette à laquelle vous êtes arrivé vous satisfait et que vous vous dites « Là, j'ai fait un bon truc », ça veut dire que dans le magasin, il sera. Et ça veut dire qu'il n'y a pas que vous qui allez l'aimer, à moins que vous ayez vraiment des goûts très particuliers. Mais là, c'est compliqué pour tout le magasin. Alors. Et une question, est-ce que vous avez eu des candidats, des candidates qui s'étaient super bien préparés et qui peut-être à cause de la pression, parce que c'était le tout premier concours, se sont pas effondrés, mais ont eu un petit peu des difficultés le jour du concours, parce que même s'il n'y a pas une forte pression, il y a quand même... il y a quand même... Oui. Voilà, il y a quand même un challenge. Il y a un peu il y a des photos, il y a quand même un public, voilà. Il y a quand même... d'ailleurs, si je fais un petit saut en arrière, au salon, il y a un concours qui est aussi très important, que j'organise aussi, vous voyez, puisque avant de chercher ce que font les autres, j'ai dérivé. Et donc j'organise aussi avec mes confrères de la SFEM à Paris, c'est la Street Food en Mouvement, c'est une association de food truck qui est plus nationale. Et donc en travail en coordination avec la SFEM et la Food Truck Association, donc une association dont j'étais président ici. Et donc c'est une association de food truck qui n'est présente qu'en Provence, où on est 50, où on a des critères de sélection, etc. Enfin bon, la SFEM aussi a fait ce travail-là du côté de Paris, et de Paris et tout le reste de la France, Bordeaux, Lille. Et donc on organise une battle de food truck. D'accord. Alors l'année dernière, non, il y a 2 ans, on avait fait le classico de la street food en faisant une battle de food truck Paris-Marseille. Et qui avait gagné d'ailleurs? Alors, à Marseille, c'est Paris. Et à Paris, c'est Marseille. Et à Paris, c'est Marseille. Ouais, très bien. Vous voyez, comme quoi, parfait. Le jury a été objectif. On a demandé au jury d'être objectif et de ne pas tenir compte de ses affinités, et c'est ce qui a été réalisé. Donc Daniel, merci pour toutes ces précisions, pour votre accueil. J'aimerais qu'on conclue en reparlant un petit peu donc, du concours Pastaïne Sud qui aura lieu le dimanche 28 janvier 2024. Donc concours qui est destiné aux professionnels artisans et chefs de cuisine qui fabriquent leurs propres pâtes fraîches, raviologues et pastiers. Comment est-ce qu'il se distingue des autres concours? Déjà, est-ce que des autres concours de pâtes existent à votre connaissance en France ou en Europe? Alors moi, ce que j'avais trouvé, c'était le concours de Barilla. Barilla qui organise son concours avec des chefs qui cuisinent des pâtes Barilla. Oui. Mais je n'ai pas trouvé de concours d'artisans fabricants de pâtes. Artisans et restaurateurs fabricants de pâtes, ça je n'ai pas trouvé de concours en Italie, en France, en Europe.
ou ce qui s'adresse spécifiquement à cette catégorie et qui regroupe spécifiquement ce savoir-faire. On peut imaginer qu'un chef norvégien vienne s'inscrire ? Ah ben ça, sans problème. Moi je contacte des gens dans toute la France par rapport au concours. Et là, le plus... Parce que c'est vrai on pourrait penser que c'est très centré sur la Provence, mais en fait, vous avez des personnes de Lille, de Paris, de quel endroit par exemple ? Alors non, on n'a pas de personnes pour l'instant qui se sont inscrites de si loin. Bon, après, il n'y a eu que 2 éditions. La première était bien, très bien même, où on avait 10 candidats, c'était très bien passé, c'était très sympa. La deuxième, c'était en janvier 2022, donc il y avait le Covid un peu qui faisait des siennes, donc ça a compliqué grandement les choses. Donc on a réussi à faire l'édition, il y a eu beaucoup moins de candidats, mais on a quand même passé un bon moment. Donc là, cette année, on espère qu'il y aura un peu plus de matière. Et donc, le plus, pour l'instant, le plus loin qui sont venus, c'était Maison Mathie, qui était venu de Antibes. D'accord. Oui, donc on reste... Voilà. On reste très sud, sud-est. Pastagne sud, de toute façon. Dans tous les cas, voilà. Donc je rappelle à nos auditeurs, donc si vous êtes intéressés, ne tardez surtout pas à aller rapidement sur le site Faudine Sud, puisque les inscriptions seront ouvertes à partir du 10 mai et que seules 12 places sont disponibles. Voilà. Merci Daniel. Merci à vous, c'était un plaisir.